Un salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. On va reparler de l'UFC 300. Première chose qu'on peut dire, 19 000 personnes au Centre Bell, plus de 8 millions de dollars canadiens de revenus générés via la vente de places. C'est un record au Centre Bell pour un événement qui n'est pas un événement de hockey. Donc de ce point de vue-là, c'est une super réussite ce retour à Montréal. Nuancé bien évidemment par l'énorme baisse de prix des tickets la veille de l'événement et quelques jours avant également, mais c'est surtout la veille de l'événement, vendredi, que les prix ont totalement chuté, étant donné que beaucoup de places étaient donc invendues. Mais au final, 19 000 personnes, c'est une réussite. Pour un retour après 10 ans, donc en 2015 avec l'UFC 186, c'est une réussite. Est-ce que ça aurait pu être mieux? Je ne sais pas. On peut aussi parler de l'ambiance. L'ambiance était pas mal, mais pas non plus incroyable. On regarde beaucoup d'événements de l'UFC, que ce soit aux États-Unis ou en France, et l'ambiance est souvent mieux ailleurs. Après, attention, le public québécois, il n'est pas encore rééduqué, entre guillemets, à recevoir l'UFC, bien qu'il n'y avait pas que des Québécois, il y avait aussi des gens de l'Est, des gens des États-Unis. Beaucoup de soutien derrière Marc-André Barriault et Eman Zahabi, mais pas une ambiance non plus digne, on va dire, de quand par exemple à l'UFC Paris, quand un Français se bat. Tu sens que toute la foule est derrière le Français quand un Français se bat à Paris. Là, toute la foule n'était pas derrière Eman Zahabi. Une grande partie de la foule était derrière, mais je me serais attendu à plus. Marc-André Barriault, son KO, il a réveillé le Centre Bell. Encore une fois, tu fais la même chose au Brésil avec un Brésilien ou en France avec un Français, ça aurait été mieux. Mais, comme je vous dis, c'était une foule diverse, pas que seulement composée de Québécois. Il y avait quand même globalement, bien évidemment, un soutien derrière les Canadiens, sauf derrière Cal Prépolek. J'ai l'impression que le soutien était plus derrière Benoît Saint-Denis, donc les Québécois plus francophones que canadiens dans cette opposition entre Saint-Denis et Kyle Prépolek. Manon Fiorot n'était pas supporté. On sentait un soutien plus du côté de Shevchenko, donc de ce côté-là, plus de fans de Shevchenko que de supporters de Manon Fiorot. Et on a eu un beau main event, mais parlons à présent du combat. Ok, on va commencer avec Marc-André Barriault contre Bruno Silva. Marc-André Barriault, on le sait, il jouait sa carrière à l'UFC. Il était sur 3 défaites consécutives, pas de victoire depuis 2 ans. S'il perdait là, 4 défaites consécutives, en plus, il arrivait à la fin de son contrat, bah, c'était terminé pour lui. Donc là, il avait besoin d'une victoire. Et en plus de ça, il avait besoin d'une grosse victoire. Et il a donné une énorme victoire. Donc 10 sur 10 pour Marc-André Barriault, qui éteint littéralement Bruno Silva avec un KO destructeur. Il a même cassé le crâne de Bruno Silva avec des coups de coude contre la cage magnifiques. Et on le sentait, hein, Marc-André Barriault en forme durant toute cette fight week. Son adversaire avait manqué le poids. Lui est arrivé au poids, en forme, souriant. Il est arrivé dans la cage. La foule a fait du bruit pour lui. Il était heureux, il était content. Et ça s'est senti dans la cage. Alors qu'au contraire, on aurait pu penser qu'il allait être plus stressé, étant donné qu'il le savait, sa carrière se jouait sur ce combat, la suite de sa carrière du moins. Mais ça l'a pas empêché à livrer une performance phénoménale contre un adversaire qui était aussi sur 3 défaites consécutives. Mais ça n'empêche pas au fait que un finish avec un KO premier round, fallait le faire, c'était pas facile, et il l'a fait. Donc, attendons-nous à revoir Marc-André Barriault à l'UFC, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Eman Zahabi contre José Aldo. On commence par quoi? Déjà, magnifique performance de Eman Zahabi. Aldo gagne le premier round de peu, mais il le gagne en touchant plus Eman. Eman il met souvent du temps à rentrer dans son combat, au moins un round. Ça n'a pas fait exception ce coup-ci. Au deuxième round, déjà beaucoup plus actif. Il mettait beaucoup plus la pression, il avançait beaucoup plus. Tandis qu'au premier round, c'est José Aldo qui avançait sur lui. Au premier round, Eman tournait en reculant. Là, Eman a beaucoup plus avancé. Il a boxé avec José Aldo. Alors, avec quelques kicks parfois, des bons kicks, des middle kicks qui touchaient. Mais un deuxième round serré également. Un deuxième round qui, selon moi, va à Eman, mais qui était très serré. J'ai pas revu le combat. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup se plaignent, pas au Canada, hein, mais beaucoup se plaignent
que Aldo aurait dû gagner le combat selon eux. Mais moi, je vous donne ma vision. Je vois le deuxième round pour Eman. 2 rounds, pas foufou ni pour l'un ni pour l'autre, mais un partout à l'entame du troisième round. Le troisième round arrive. J'aimerais savoir ce que Firas a dit à Eman entre les rounds. Est-ce qu'il lui a dit qu'il faut un finish? Est-ce qu'il lui a dit qu'il faut prendre plus de risques? En tout cas, troisième round incroyable où José Aldo connecte Eman avec plusieurs coups, notamment un gros coup de genou qui fait flancher Eman. Eman titube et là il se prend un kick du pied gauche de Aldo, dévastateur, ça le fait limite voler comme dans les films. Il survit. Là, il s'en prend un autre dans la tête. Et là, on se dit, mais c'est terminé. Mais non, il survit, il reste debout, il renvoie les coups. Et dans cette séquence où il renvoie les coups après s'être pris un blitz de Aldo terrible, il fait mal à Aldo avec un genou, je crois, au corps. Aldo, après ce genou au corps, il regarde le temps. Donc là, je pense que quand Eman, et il faudrait lui en parler, mais quand Eman voit Aldo regarder l'écran pour voir combien de temps il reste, il continue, il enchaîne, et là, il le met au sol avec un ground and pound pendant un peu plus de 2 minutes. Encore une fois, j'ai pas revu le combat, mais plus de 2 minutes de ground and pound dévastateur où il ouvre Aldo, ce qui donne la victoire à Eman Zahabi. Alors, est-ce que maintenant le grand débat, on va essayer d'être objectif. Moi, je voyais Eman gagner grâce à plus de 2 minutes de ground and pound. Maintenant, il y en a qui disent sur les réseaux et sur la toile que les coups mis par Aldo à Eman devraient être plus significatifs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je pense qu'Eman était beaucoup déséquilibré dans ce rush que Aldo a donné. Est-ce que les coups ont tous vraiment touché? Je pense qu'il y en a eu un surtout qui a touché, c'est le kick du gauche. Et bien évidemment, avant ça, le genou. Mais ou de ce premier kick du gauche, je pense que c'était beaucoup du déséquilibre. Donc en termes de dégâts, Eman a mis énormément de dégâts au sol. Il a ouvert José. Alors bien sûr, il n'y a pas de knockdown. On ne peut pas avoir de knockdown vu qu'il est déjà au sol, José Aldo. Mais peut-être que ce même coup donné debout aurait donné un knockdown. Donc c'est pour ça que selon moi, Eman Zahabi, il a gagné ce combat et il mérite d'avoir la main levée. Et il mérite de voir son classement évoluer malgré le fait que le combat était en 145. Il mérite de voir son classement évoluer dans la catégorie des 135. Parce que ça, ce serait dommage que parce que Aldo n'a pas fait le poids et que le combat a été relocalisé à 145 livres, ce serait dommage que ce soit BSD, oh là là, BSD, je vais dans tous les sens, que ce soit Eman Zahabi qui en fasse les frais. En tout cas, il a call-out Marlon Vera. C'est sûr que dans le top 10, Marlon Vera, c'est peut-être l'adversaire le plus chill à prendre parce qu'il n'y a que des tueurs à 135 dans le top 10. Maintenant, je pense que pour y aller étape par étape, c'est très bien de prendre Vera et de se tenir prêt. Comme Eman a dit, une fois que tu es dans le top 10, à tout moment, ça peut t'appeler, comme ils ont appelé Moïcano en short notice pour se battre contre Islam, à tout moment, maintenant, ça peut l'appeler Eman. Il a battu Aldo, il est sur un gros win streak. C'est magnifique pour le MMA québécois, ce qui se passe. C'est magnifique pour Eman Zahabi, c'est magnifique pour le Tristar Montréal. Donc, super performance de José Aldo. Pour moi, c'est une victoire qui est méritée et qui n'est en aucun cas à remettre en question. Donc, hâte de voir c'est quoi la suite pour Eman qui retire finalement José Aldo du MMA. À voir si c'est définitif. On sait que José Aldo avait déjà pris sa retraite précédemment. Benoît Saint-Denis contre Kyle Prepolec. Donc Kyle Prepolec qui David contre Goliath. On s'attendait à ça. On savait que Kyle Prepolec, ça n'avait pas le niveau de Benoît Saint-Denis. Et Benoît Saint-Denis l'a prouvé. Donc s'il y en a qui doutaient, maintenant ils doutent plus. Kyle Prepolec, en termes de niveau, c'est pas top 20, c'est pas top 25 UFC. Hein. Donc hâte de voir Benoît Saint-Denis contre un top 20, top 25. Moi, je pense que Benoît Saint-Denis, il peut se rendre au top 10. Il peut même retourner dans le top 5 s'il fait les choses bien. Il a fait un 10 sur 10 contre Kyle Prepolec. Oui, il s'est pris un moment, un coup ou deux, mais bon, ça reste du MMA. Kyle Prepolec, c'est pas non plus un peintre. C'est un combattant qui a énormément d'expérience, énormément de victoires, énormément de finish, qui s'était pas fait finir depuis 2013. Donc, belle victoire pour Benoît Saint-Denis. Fallait la faire. Il l'a faite. Manon Fiorot, qui perd contre Valentina Shevchenko. Pendant toute la Fight Week, j'entendais les journalistes français qu'on a reçus notamment à Alexandre Herbinet
plein de confiance, comme si en face, c'était pas Valentina Shevchenko. Et ça, en France, on est comme ça. Bon, moi, un petit peu moins, vu que maintenant je suis ici, donc j'ai une autre vision, moins chauvine. Mais en France, on a vu Manon trop vite, trop haut, comme à l'époque, on a vu Cyril Gane trop vite, trop haut, contre notamment John Jones. Manon Fiorot, elle finira par être championne. Mais hier, c'était pas son soir. Valentina Shevchenko a gagné 3-2. Mais ce qui est dommage, pour moi, là où il y a des regrets à nourrir, c'est que Manon, elle avait les armes pour gagner. On l'a vu dans le clinch, elle était meilleure. Pourquoi elle n'a pas appuyé sur ce clinch qui fonctionnait? Elle a voulu trop jouer debout, selon moi, contre Valentina Shevchenko, qui est très forte debout, Valentina Shevchenko. Donc je pense que peut-être ils ont sous-estimé, on a tous, et même les bookmakers, hein, la cote, elle était, les parieurs, s'ils avaient à jouer une cote, elle était du côté de Valentina. De même que Eman, c'était lui la cote à jouer. On a vu Valentina trop faible, on a vu peut-être Manon Fiorot trop haut par rapport à ce qu'on a vu Valentina. Manon Fiorot, c'est sûr qu'elle se fait toucher au nez au premier round et ça n'a pas dû l'aider, mais on va pas dire oui, mais si elle s'était pas fait toucher au premier round, c'est du MMA, hein, et si s'était pas pris une patate, enfin, ça n'a aucun sens de dire si elle s'était pas fait toucher au premier round au nez, peut-être qu'elle aurait pu blablabla. Mais non, c'est du MMA et Valentina était là pour la toucher au nez, donc ça fait de manière intégrante partie du combat. Et de se battre avec un nez comme ça fait partie aussi du combat. Moi, je pense que dans la cage, Manon Fiorot a manqué de fight IQ. Peut-être que c'est un manque d'expérience face au haut niveau. Parce que Valentina Shevchenko, c'est le très haut niveau. Même si là, elle n'avait pas l'air. C'est plus la Valentina Shevchenko d'avant, mais ça reste une Valentina Shevchenko très très forte. Clairement, la meilleure adversaire que Manon a jamais affrontée. Et le fight IQ de Manon, encore une fois, c'est facile à dire en tant qu'analyste, une fois que le combat est terminé, mais c'est tout ce qu'il nous reste de l'analyse une fois le combat terminé. Donc on va le dire. Je pense qu'avec une meilleure prise de décision dans la cage, Manon aurait pu gagner ce combat, parce qu'elle avait les armes pour le gagner. Donc peut-être moins accepter les échanges debout et plus engager le clinch et les mises au sol. Donc voilà, dommage pour Manon Fiorot, qui ne sera pas la première française à être championne indisputée de l'UFC. En tout cas, pas cette semaine. Peut-être par la suite, on verra. Donc, défaite de Belal Muhammad, ça surprend tout le monde. Je pensais vraiment que Belal allait rouler sur Jacques Della Maddalena. Mais encore là, moi, je pense que Belal avait les armes pour le faire. C'est un combat très serré. Certains voient Belal gagnant. J'ai pas revu le combat. Ça m'a pas choqué de voir Jack, vu les dégâts qu'il a fait à Belal, l'emporter. Mais encore une fois, pourquoi Belal a voulu à tout prix boxer? Le mec, c'est un lutteur, lutte, quoi. C'est ton avantage. Alors, c'est sûr, il a essayé, mais plus à la fin, quand il était touché, quand il avait moins d'énergie. Donc, bon, il aurait dû le faire plus au début. Il a voulu boxer. Il en paye le prix. Il est plus champion. Ça ouvre la porte à Islam pour monter en catégorie. Donc, c'est bien pour le scénario. Dommage pour Belal, qui, selon moi, est le plus dominant de cette catégorie. Donc, on va voir c'est quoi la suite. Mais content aussi pour Jack Della Maddalena, qu'on avait interviewé sur l'Arena MMA lorsqu'il était venu à Montréal la première fois pour la conférence de presse. Je vous invite à aller voir cette interview menée d'une main de maître par Faber Glass. C'est sur la chaîne YouTube de l'Arena MMA. Quelle semaine! On avait Samouraï MMA la veille. On va en parler dans un autre podcast. Peut-être qu'on va refaire d'autres podcasts aussi, précisément sur le combat de Eman. On va sûrement inviter Eman à 5e round. Je vous annonce aussi que dans l'émission de lundi de 5e round, il y aura Louis Jourdain invité. Quelle performance! Mais ça, on va revenir sur Samouraï MMA. Là, c'était le récap de l'UFC 315, short récap, mais récap de ce qui nous intéressait surtout. Merci beaucoup et à bientôt.